Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo et aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver afin de parler des personnes qui pensent trop. Et oui, c'est une thématique, je suis sûr qu'elle va vous intéresser parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes consultations, des personnes qui arrivent en me disant « Qu'est-ce que je peux faire ? Je pense trop, mon cerveau ne s'arrête jamais, il est tout le temps en train de fonctionner. » Alors aujourd'hui, on va voir ce que c'est que de trop penser, ou plutôt mal penser, comme je le dis souvent. Et aussi, on va avoir des exercices pratiques pour vous aider si vous avez de la peine à calmer vos pensées. Avant qu'on rentre la tête la première dans ce sujet, je voulais juste vous dire que ça tombe bien parce que j'ai une formation en ligne sur la thématique de comment gérer les pensées négatives. C'est une formation en ligne axée hyper pratique, donc il y a un peu de théorie, mais c'est beaucoup d'exercices pour vous aider à canaliser vos pensées, à arrêter de les prendre comme des faits. Donc c'est une formation en ligne où vous apprendrez comment prendre conscience de vos pensées, comment les questionner et apaiser l'impact négatif qu'elles ont sur vous afin de vous sentir bien émotionnellement. Parce que si vous vivez dans un univers mental où il y a constamment des pensées négatives et où vous êtes focalisé dessus, vous ne pouvez pas vous sentir bien. Cette formation, elle contient 8 capsules vidéo contenant des explications théoriques sur la gestion des pensées négatives ainsi qu'une multitude d'exercices pratiques pour vous aider à questionner et modifier vos pensées négatives. En bonus, je vous offre 2 méditations guidées pour intégrer les exercices en profondeur. Et comme d'habitude, je vous mets toutes les informations dans les notes du podcast. Vous aurez le lien pour aller voir toutes les infos. Et puis, j'espère vous accueillir dans cette formation en ligne qui, comme c'est des capsules vidéo, évidemment, vous pouvez la suivre à votre rythme. Vous pouvez la suivre aussi toute votre vie. Une fois que vous l'avez achetée, vous y avez accès de manière illimitée. Alors, qu'est-ce que je dis aux gens qui débarquent dans mon cabinet et qui me disent « Mais comment je fais ? Je pense trop. Mon cerveau ne s'arrête jamais. » La première chose que je leur dis, c'est « Heureusement ». Parce que le jour où votre cerveau s'arrête, malheureusement, on pourra plus discuter parce que vous serez mort. Donc, ce serait une très mauvaise nouvelle si votre cerveau arrêtait de fonctionner. Il faut vraiment se rappeler que c'est le job principal de notre cerveau. Alors, en dehors de toutes les tâches qu'il a à gérer pour gérer tout notre corps, etc., c'est de penser. Et puis, alors, il y a différentes études scientifiques qui ont cherché à compter le nombre de pensées qu'on aurait par jour. Les dernières qui sont sorties parlent d'environ 6500 pensées durant une journée. Donc, le but, c'est pas de vouloir arrêter de penser. C'est impossible. Et dans ces pensées, il y en a qui sont positives, d'autres négatives, d'autres neutres. Donc c'est pas non plus de vouloir annihiler les pensées négatives, augmenter les pensées positives. C'est simplement de les recadrer à leur état de pensée. C'est-à-dire, les pensées, c'est des pensées. Ça n'a pas de substance réelle. C'est pas parce que vous vous dites que vous êtes nul que vous l'êtes vraiment. Et c'est pas parce que vous vous dites que vous êtes la personne la plus belle, la plus intelligente, la meilleure au monde que vous l'êtes vraiment. Donc, ça c'est quelque chose, tous les courants actuellement où il y a beaucoup d'affirmations positives et on se dit qu'il faut se répéter des affirmations positives tous les jours. Alors, pourquoi pas ? Ça peut être une façon de mettre notre attention au bon endroit et puis de mettre des intentions pour notre journée afin de recadrer notre attention sur le positif. Alors là, pourquoi pas ? Mais par contre, si on rentre dans quelque chose où on se dit « il faut que je fasse de la pensée positive parce que
s'il y a des pensées négatives, ça veut dire que je vais mal aller, alors là on est complètement dans le faux. Parce que dans l'un ou l'autre des cas, eh bien, ça veut dire qu'on considère nos pensées comme étant des faits, comme étant réels, et du coup, eh bien, on se dit, oulala, j'ai des pensées négatives, ça va pas, il faut vite que je les fasse partir. Et puis, plus on essaye, moins on y arrive, parce que, je vais vous redonner le fameux exemple. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, eh bien, votre cerveau, il n'a pas le concept de ne pas penser à quelque chose. Donc la première image qui va venir, c'est un éléphant rose. Donc, c'est là où, par exemple, les techniques de méditation, notamment de pleine conscience, sont intéressantes, parce que on va juste être dans l'observation et la description de nos pensées, comme on observerait des nuages dans le ciel qui défilent. On n'est pas en train d'obséder sur un nuage, non, on les regarde défiler, puis on se dit, ah tiens, celui-là, il est allongé, celui-là, il est plus touffu, celui-là, il est grand, petit, noir, blanc, mais on s'accroche pas à ces nuages. Et ben, l'idée, c'est de recadrer nos pensées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées, puis se dire, ah tiens, bah là, j'ai une pensée jugeante, tiens, là, j'ai une pensée positive. Mais en enlevant ce pouvoir secret que nos pensées auraient sur nous. Une autre chose, c'est que le problème n'est pas de beaucoup penser. Le problème, c'est de mal penser. Et puis évidemment, je vais clarifier un peu ce que j'entends par mal penser, parce que on pourrait se dire que c'est très jugeant. C'est pas du tout mon intention. Qu'est-ce que j'appelle mal penser? Le fait que nos pensées nous fassent souffrir, eh bien, c'est quand on n'a pas appris ou quand on n'entraîne pas la façon de penser qui va être la plus utile pour nous. C'est-à-dire que nos pensées vont nous mettre dans un état désagréable si, par exemple, on est toujours focalisé sur les choses qui sont en dehors de notre contrôle. Ça, j'en parle dans quasi tous mes épisodes parce que c'est vraiment capital de comprendre que si on se focalise tout le temps sur ce qui est hors de notre contrôle, soit ce qu'on a fait dans le passé, et puis on est dans les remords, les regrets, j'aurais dû, j'aurais pas dû, soit on est dans le présent, puis on se focalise sur les autres, sur qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, sur essayer de changer des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, par exemple la météo qu'il fait, passer du temps à s'énerver contre la météo, Dieu sait si c'est pas une activité quotidienne pour beaucoup de gens, eh ben c'est une perte de temps parce que ça ne va rien changer que vous vous énerviez parce qu'il fait trop chaud, trop froid, il pleut ou pas, ah il faudrait qu'il pleuve. Enfin bref, il y a toujours quelque chose qui peut nous rendre de mauvaise humeur. Ben voilà, plus on passe de temps là-dessus, plus on risque d'être malheureux. Parce que ça peut être aussi quand on anticipe, évidemment, dans le futur, des choses qui pourraient arriver, puis on essaie de les anticiper, de les contrôler, alors que, par définition, on peut pas les contrôler vu qu'elles sont pas encore arrivées, et que la plupart du temps, elles n'arriveront jamais. Donc, plus on passe de temps hors de notre zone de contrôle, plus on va être malheureux, parce qu'on va être soit dans les remords, les regrets, soit dans l'anxiété, soit dans la frustration. Donc ça, c'est pas un problème de trop penser, c'est un problème de mal penser. C'est-à-dire qu'on met notre attention au mauvais endroit et ça crée des émotions désagréables. Qu'est-ce que j'appelle mal penser encore? Eh bien là, on va toucher à toutes les questions qu'on peut se poser. Et ça, j'aime bien aborder cette thématique en consultation parce que notre état émotionnel, il va aussi dépendre des questions qu'on se pose. C'est très bien de se poser des questions, de se remettre en question, mais ça dépend de quelle manière on le fait. Et quelque chose que j'observe qui est une grande source d'insatisfaction, c'est quand on se pose une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Alors je vais vous donner des exemples. La mine d'or pour les psychologues, et je dis ça de manière hyper ironique, parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de mes collègues qui vont travailler avec ce genre de questionnement, qui pour moi est complètement inutile, c'est la question « Qui suis-je » ou « Quelle est ma mission de vie ?» Quelle est ma mission sur cette terre? C'est une extrêmement mauvaise question. Et à nouveau, il faut bien me comprendre, je ne juge pas les personnes qui se posent cette question. Et puis, je pense qu'on se l'est tous posée ou on se la pose tous
de temps à autre. Mais je juge la question en elle-même. Alors pourquoi je dis que c'est la mine d'or des psychologues? Eh bien parce que avec cette question, si on veut vraiment rentrer dans le fait qu'on cherche une réponse, eh bien on peut faire une thérapie de 10, 15 ans, 20 ans, en fait une thérapie qui ne va jamais finir. Parce que, qui suis-je? On va aller explorer, puis ok, on trouve une réponse. Mais on ne sait pas si c'est la bonne. C'est souvent ça que les gens se disent. Ils me disent, voilà, j'aime bien ce que je fais, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment qui je suis, c'est pas vraiment ma mission. Et en fait, le problème avec cette question, c'est que on part du principe que c'est comme s'il y avait une réponse qu'on devait trouver absolument. Comme si quelque part, dans un vieux grimoire, c'était marqué, voilà, la mission de vie de Julien Borloo, c'est de faire ça. Ou, qui est Julien Borloo? Eh bien, voilà la réponse. Eh ben non, ça n'existe pas. Et donc, cette question, eh bien, c'est une question qui va ouvrir des boucles qui ne se fermeront jamais. Et donc ça, c'est la porte ouverte à une insatisfaction constante. Alors, comment est-ce qu'on peut recadrer cette question? Et c'est ce que je fais en consultation. Je dis toujours, mais il faut pas se poser la question de qui je suis ou quelle est ma mission de vie, mais plutôt de qui je décide d'être ici et maintenant. Ou quelle est la mission de vie que je décide de prendre ici et maintenant. Pourquoi? Parce que, eh bien là, on peut commencer à définir. C'est-à-dire qu'on va décider de la réponse. Et qui je suis aujourd'hui j'ai 31 ans, eh bien, je suis pas la même personne qu'il y a 10 ans. Je suis pas la même personne que dans 10 ans. Et donc, là, je peux utiliser cette question de manière utile parce que je peux l'utiliser pour me définir et me redéfinir à ma guise autant de fois que je veux, selon mes besoins, mes envies, mes valeurs. Pareil, quelle est ma mission de vie en ce moment, ici et maintenant? Je peux me dire, ok, pour l'instant, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à se soigner, de les aider à améliorer leur santé mentale, de plein de manières différentes, en consultation, avec ce podcast, avec mes posts sur les réseaux sociaux, avec mes formations en ligne. Voilà, là je peux décider que c'est ma mission de vie, ici et maintenant. Mais peut-être que dans 6 mois ou dans 20 ans, eh bien ma mission de vie, elle sera tout à fait différente. On peut rencontrer aussi ce genre de problème lors de ruptures, par exemple, ou de deuil. Après une rupture, eh bien c'est normal qu'on refasse le feedback de notre relation, puis souvent on va refaire tous les scénarios en se disant « et si j'avais fait ceci à ce moment-là, est-ce que ça aurait changé ?» Et puis on refait toute notre relation. Je pense que toute personne qui est passée dans une rupture amoureuse est passée par là. Alors, bien que ça soit un phénomène assez normal, eh bien c'est un phénomène qui n'est pas vraiment aidant, parce que on peut à nouveau ouvrir des boucles qui sont sans fin, parce que c'est des questions auxquelles on ne pourra jamais avoir de réponse. Parce que personne ne pourra vous dire si tel jour, durant telle vacances, vous n'aviez pas dit telle chose, eh bien est-ce que ça aurait changé votre relation? On n'en sait rien, vous ne pourrez jamais avoir la réponse. Donc, je cherche à vous rendre attentif aux questions que vous vous posez. Et quand vous vous posez une question, demandez-vous tout de suite, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une réponse à cette question? Si il n'y a pas de moyen d'avoir cette réponse, alors c'est une question qui est inutile. Alors vous pouvez vous amuser avec elle de manière philosophique, mais c'est une question qui est inutile et qui va peut-être, voire même très probablement, être source d'insatisfaction ou d'émotions désagréables. Alors maintenant j'aimerais vous proposer qu'on termine un peu cet épisode avec différents exercices pratiques que, comme d'habitude, je vais vous expliquer et je vous encourage à pratiquer jour après jour, car comme je le répète toujours, la santé mentale, ça s'entraîne, ça se pratique, c'est pas quelque chose qui s'obtient ou qui s'achète même un jour et qu'on obtient et garde toute notre vie. Alors, le premier exercice que je vous propose, c'est l'exercice du worry time en anglais. En français, c'est le temps de souci. C'est un bon outil si vous avez de la peine à calmer les pensées et que vous ruminez beaucoup.
Alors, en quoi ça consiste cet exercice du worry time ? Eh bien, voilà l'explication. Vous mettez un minuteur sur votre téléphone, vous mettez 5 ou 10 minutes, disons 10 minutes. Et puis pendant 10 minutes, vous vous posez dans un fauteuil, vous ne faites rien d'autre que de vous faire du souci. Donc pendant ces 10 minutes, vous repensez à toutes les choses qui vous inquiètent, vous ne pensez qu'à ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre des notes, à la limite, c'est tout ce que vous avez le droit de faire. Quand le minuteur sonne, votre temps de souci est écoulé, donc vous stoppez tout de suite cela. Et le principe, c'est que si ces pensées reviennent, si vous êtes tenté d'y repenser plus tard, eh bien, vous vous dites « Non, stop, j'ai déjà eu le temps d'y penser aujourd'hui, j'aurai le temps d'y penser demain si c'est utile et si j'ai besoin, donc maintenant je peux me laisser tranquille avec cela. » Ça paraît particulier comme exercice, mais je vous assure qu'il peut être extrêmement efficace. Et pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice ? Eh bien, c'est que si on se fait du souci, c'est que parfois ça peut être utile, ça peut nous aider à trouver des solutions, à prévenir des problèmes, etc. Mais le souci, c'est que généralement au bout de 5-10 minutes, on a épuisé toutes les options utiles, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on va juste remâcher les mêmes pensées encore et encore et encore. Et c'est là où on rentre dans quelque chose de complètement inutile et qui va avoir un impact négatif sur nous et nos émotions. Donc, l'exercice du temps de souci, testez-le et puis mettez-moi en commentaire vos retours. Ça m'intéresse vachement de savoir ce que vous en pensez. Il y a un autre exercice que j'aime bien donner pour arriver à calmer les pensées quand les pensées s'emballent, c'est l'exercice de la prochaine pensée. Alors en quoi il consiste ? Eh bien, quand vous commencez à voir que vos pensées s'emballent, eh bien vous vous demandez quelle va être ma prochaine pensée. Et puis vous réfléchissez à quelle sera votre prochaine pensée. Alors vous pouvez le tester maintenant. Et si vous en trouvez une, eh bien reposez-vous la question. Ok, et puis après cette pensée, quelle sera ma prochaine pensée ? Et puis après celle-ci, quelle sera ma prochaine pensée ? Alors, si vous êtes en train de bugger, c'est normal, parce que c'est le principe de l'exercice. Le fait de se demander quelle sera notre prochaine pensée, eh bien ça fait bugger notre cerveau, parce que il ne peut savoir que la pensée qu'il a dans l'ici et maintenant. Quelle sera sa prochaine pensée après ? Eh bien ça vous force à avoir une réflexion, et par définition, ça calme le flux de pensée. Donc ça, c'est un tout petit exercice, mais qui peut être vachement utile quand les pensées s'emballent, quand on est anxieux notamment, ça peut être un très bel exercice. Et puis finalement, un dernier conseil que je peux vous donner si vous pensez trop, eh bien c'est de faire du journaling, donc de l'écriture, de simplement poser sur papier vos pensées. De 1, ça va les ralentir parce que vous écrivez moins vite que ce que vous pensez. De 2, ça va mettre vos pensées sur le papier. Puis quand on les lit, ça permet déjà de prendre la distance, rien que du fait qu'on les voit sur papier, qu'elles sont pas dans notre tête. Ça nous permet aussi de relativiser un peu mieux parce que quand on les voit écrites, surtout quand c'est des pensées anxieuses, on va se dire ouais non mais là j'abuse, c'est vraiment complètement irrationnel. Et ça peut être un super outil. Donc on dit souvent, si on n'a pas assez de pensées, si on est dans l'ennui, eh bien ça peut être bien de lire, ça va nous nourrir. Et quand on a trop de pensées, trop de choses qui se passent, eh bien écrire, ça peut être un super outil. Voilà, je vous incite grandement à tester tous ces exercices. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.